Je vais m'adresser à Arnaud et Vincent. Vous étiez en Chine pendant 10 jours, même 14 jours ici. Ouais. Vous avez visité des usines, vous avez testé des bagnoles, vous avez découvert des technologies genre what the fuck quoi alors. Petit bilan, mini bilan global un peu, juste raconter un peu rapidement la globalité. Alors déjà pour expliquer, c'est une proposition c'est une initiative qu'on a pris avec Vincent, c'est qu'on a contacté des marques. Vincent en a contacté beaucoup pour pouvoir aller en Chine directement par nos propres moyens. C'est-à-dire que c'est Frandroid avec Survolté qui a financé ce voyage. C'est pas une invitation de la part des marques ou quoi. Donc on a vraiment été en Chine pour tester de la bagnole. Et puis, évidemment, vous doutez bien, il y a Frandroid derrière. Donc on a été voir des smartphones, etc., etc. Mais là, on est là pour la bagnole. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on y a été en totale liberté, c'est-à-dire que on allait voir un concessionnaire pour aller tester cette bagnole, mais lui ne savait pas forcément à qui il avait affaire. Tout à fait, on était en mode très indépendant. Un peu espion, non? Un peu espionnage. Non, là, dis pas ça, parce qu'on sait pas ce qui peut se passer après. Mais... Les mecs vont blacklister de Chine pour le voyage. Mais on y a été vraiment, entre guillemets, en touriste, quoi. Et du coup, ça nous a permis de se mettre vraiment dans un mood hyper intéressant, presque consommateur auprès des voitures électriques. Et c'est vrai que Vincent, tu m'as ouvert des portes absolument folles et on a pu découvrir des voitures, mais vraiment folles et surtout avec des fonctionnalités. C'est ça qui est assez fou. Totalement inédites et qui nous ont vraiment choqués parce que nous, en petits occidentaux qu'on est, on a notre prisme avec les voitures qu'on connaît ici et les avancées qu'on connaît ici. Mais c'est vrai qu'en Chine, on l'a dit tout à l'heure, il y a des avancées de fou et justement, on s'est dit que c'était intéressant de vous présenter les fonctionnalités phares qu'on a découvert en Chine qui sont vraiment game changer. Et d'ailleurs, qui sont pas juste réservées à quelques voitures ou autres. En fait, les voitures là dont on va vous parler avec toutes les fonctions bluffantes, hallucinantes, c'est des caisses qui roulent en Chine et c'est des caisses que tu vois souvent en Chine. Donc et pas cher. Voilà, et en plus pas cher. C'est ça qui est le plus ouf, quoi. Enfin. On le rappelle, on en parlait un peu tout à l'heure, la culture chinoise vis-à-vis de la voiture électrique, c'est très bling-bling, très dans les dernières avancées technologiques. Moi, tu m'as parlé d'un truc, Vincent, quand t'es revenu, c'était un espèce d'écran de 32 pouces dans une caisse. Je sais même pas comment c'est possible. C'est même pas un écran, mec. C'est même pas un écran. Raconte-nous un peu ce truc-là. C'était le premier truc, je crois, qu'on a fait avec Arnaud quand on est arrivé. En gros, on est allé dans un showroom Huawei, donc tu sais, là où tu peux acheter tous les smartphones, des montres connectées, flagship, il y a tout, quoi. Il y a vraiment un gros magasin à Shenzhen. Et là, t'avais 2 ou 3, même plus, de voitures électriques qui étaient là. Alors tu te dis, mais attends, c'est le patron du magasin qui s'est garé dans le magasin ou quoi? Non, ils font des voitures Huawei, faut le savoir ça. Exactement. Plus précisément, ils font des joint ventures avec d'autres constructeurs locaux chinois, des grands groupes la plupart du temps. Et en fait, c'est des voitures qui sont en partie designées par Huawei, en partie conçues par Huawei et qui sont vendues dans des boutiques Huawei. Donc en effet, tu peux acheter ton smartphone et après acheter ta caisse Huawei. Alors c'est pas une voiture Huawei parce que la marque c'est Aito, c'est Stellato, c'est Avatar. Enfin voilà, t'as pas le logo Huawei, mais tu peux quand même avoir le logo Huawei parce que c'est Huawei Inside. En gros, c'est eux qui vont faire Harmony OS, l'OS sur l'écran d'infotainment, et surtout c'est eux qui font aussi la conduite autonome. Ça, on verra ça un peu plus tard. C'était fou. En fait, Huawei, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que c'est des créateurs les créateurs et les fabricants de toute l'expérience utilisateur de la voiture. Exactement. Mais jusqu'au moteur, quoi. Donc en fait, ils font vraiment tous les composants et après ils vendent. Et c'est limite. Je me suis dit, c'est une stratégie qui est quand même super intéressante. Les mecs, ils se mouillent pas. Ils fabriquent pas la voiture. Juste, ils vont voir des fabricants de voitures qui ont les usines, qui ont tout, et ils leur disent, nous, si vous voulez, les gars, on vous fournit le matos, mais ça veut dire qu'ils peuvent vendre à tout le monde, quoi. Donc, ils peuvent inonder quelque part le marché de l'automobile électrique avec leur techno. Donc, la stratégie est quand même super intéressante. Moins risquée que par exemple ce que fait Xiaomi avec sa SU7 et plus invasive dans le marché de la voiture. Et en plus, on rappelle, le marché de la voiture électrique chinoise, c'est plus de 150 marques. Donc t'imagines, Huawei a une porte d'entrée sur 150 marques chinoises. J'ai pas compris, c'est un écran, c'est un vidéoprojecteur, c'est quoi? Alors, on va le montrer. Rentre un peu dans le détail.
Mais Un petit là, ça me. voilà, regardez, là vous pouvez voir, en gros, c'est my God. l'écran d'un vidéoprojecteur. Donc ça, c'est un écran de 32 pouces. Donc c'est une toile, motorisé, hein, c'est une toile, voilà, C'est une exactement. toile tendue. C'est une toile tendue, donc c'est ça. Regarde. C'est-à-dire la toile est vraiment très tendue et même quand tu roules sur des bosses, Mais le oui, truc c'est va ça. pas tu vois, se plier dans tous les sens. Genre quoi. quand tu freines et tout, ça Ouais, bouge non, pas. non, parce que derrière, t'as un gros bras mécanique en X avec Ah oui, un c'est gros bien poids en tendu. dessous. Enfin, tu vois, Ok. là, on conduisait, là. Ouais, et tu vois, ok. le truc bougeait pas. Et donc, ça fait 32 pouces. Et derrière la voiture, en fait, à l'intérieur de l'habitacle, t'as un vidéoprojecteur 4K. Donc, en gros, 4K. Donc, tu peux te mater des séries, des films, enfin, tout un tas de trucs. Ah, c'est un Donc délire. là, on était dans la Aito M9. C'est un SUV assez haut de gamme. Hein. Tu peux l'avoir en 5 places, en 7 places, enfin voilà. Et ben, on a halluciné, quoi, parce que l'expérience était ouf en vrai. L'expérience est folle. Le vidéoprojecteur est donc au-dessus des passagers. Vous avez Ouais. pu voir une vidéo, vous avez pu Ouais, voir, ouais, ouais. Faut savoir qu'en Chine, ils n'ont pas YouTube, ils n'ont pas Ouais. Netflix. Non. C'est tout Donc, un autre écosystème On Internet. lançait à l'aveugle. Hein. Donc on a lancé, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le système écran fonctionnait comme sur un PC. C'est-à-dire qu'on pouvait, de n'importe quel écran de la voiture, choisir Ouais. quelle image allait où. C'était C'est-à-dire que ouf. je lance une vidéo sur le petit écran à l'arrière Ouais. pour choisir la clim, là. Ouais. Et ben, je pouvais lancer une vidéo type YouTube dessus et dire, bah ça, tu vas sur l'écran vidéoprojecteur. Hop, j'en lance une autre, je veux qu'elle aille sur l'écran à l'avant pour le passager. Et donc, en fait, on peut répartir comme ça les différents contenus sur les différents écrans. Donc, on peut avoir plusieurs utilisations et surtout, on peut caster, entre guillemets, Et le c'était- contenu sur en les vrai, écrans. comme tu dis, c'était comme un ordi ou un smartphone. Mm. Et genre, j'ai jamais vu une caisse aussi intuitive en termes d'infotainment. Ah oui. Vraiment, c'était mais. Même nous qui on comprenait rien, on comprenait. Ouais, en fait, c'est ça qui est ouf. C'est bien que C'était résumé. en chinois, mais c'était tellement bien fait que tu savais où cliquer. Intuitif, Tu vois, les ouais, bonnes ok. icônes, les bons emplacements. Les, ah ouais. Avec en plus le confort des passagers arrière, tu Ah disais bah. on a vraiment masse de place, donc là t'as un home Ouais. cinéma dans la bagnole. Et puis la caisse, je crois, elle a 2000 watts de son, elle a les suspensions pneumatiques, elle a Ouais. 600 chevaux, le gars il nous accélère, Ah ouais, t'es c'est là en ouf. oh t'es scotché alors que tu mates un truc, enfin. Et ça bouge pas, le vidéoprojecteur il reste bien Non, fixe. c'est une ouais. toile qui est tendue, en Ouais. fait, par, Bien tendue. par un mécanisme Ok, de, ok, de donc ça bras, bouge pas, t'as pas l'écran. Enfin, Non, non, c'est bien tendu. T'as vraiment des tasseaux en métal qui tend la toile et ça bouge plus du tout. Donc ça c'est un vidéoprojecteur de 32 pouces, ok, mais Ouais. à Skip vous avez vu un truc encore. Enfin, pour vous montrer un peu la démesure des voitures électriques chinoises, vous avez vu une bagnole avec un écran genre encore plus grand. genre. Ouais, c'était 43 pouces et ça c'est chez Zeekr, pardon, donc un constructeur chinois toujours du groupe Geely et qui arrive en Europe, hein, d'ailleurs qui est déjà vendu en Europe. Et regardez-moi ça. En gros, c'est les places arrière. T'as 2 sofas énormes. Tu peux être comme en business class dans l'avion, en mode tu t'allonges et tout. On est monté dans la version qui n'avait pas cet écran, qui avait un petit écran de 15 pouces. Ok. On a fait 2 heures de route avec, mais c'est royal, c'est ultra confortable, c'est ultra puissant. Et on est monté dedans avec Ulrich dans cette version à l'usine. En gros, on l'a vu en statique et on s'est amusé avec, tu vois. Et pareil, t'as le petit écran, tu vois, au milieu, là, au niveau de la console centrale à l'arrière, et tu peux balancer des contenus sur cet écran. Et regardez, au-dessus de l'écran, il y a une petite vitre. Je sais pas si vous voyez là, qui fait la longueur de l'habitacle. Ouais. En fait, c'est une vitre que tu peux ouvrir pour parler avec le conducteur, que tu peux fermer, et surtout qui peut devenir sans teint. C'est-à-dire, elle peut être transparente et t'appuies sur un bouton, flaf, elle devient opaque. Et quand c'est le cas, tu veux parler avec le conducteur, pas de souci, tu lui parles avec un micro. Bah, Et le non, gars, il répond évidemment. avec un micro. Et tu Vous l'avez fait, ça, vous l'avez testé et tout ça Ouais, bah, Arnaud n'était pas là, c'était le dernier jour à Shanghai, mais avec Ulrich, ouais, bah regardez, voilà, Ulrich dans le siège, tu vois, qui est tranquille, c'était. Et parce que la voiture, faut préciser que c'est un van, c'est déjà un truc immense. voilà. Quoi. Et je crois qu'on la voit après d'extérieur, si je dis pas de bêtises. Et là, par contre, attention, on est sur un prix très 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 élevé. Ouais, voilà. Si je dis pas de bêtises, c'est plus de 100 000 euros en Chine, l'équivalent. Donc en gros, en Europe, si jamais elle arrive un jour, t'es à 200, 250 000 euros. Ouais. Enfin voilà, c'est Ouais. très 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 cher. C'est la première classe, quoi. Voilà, Ça existe exactement. des voitures électriques chinoises, genre à peu près abordables, avec des techs vraiment poussés, un peu dans ce style-là, où on est Tout ce vraiment. qu'on va te présenter Ouais, là, après, c'est abordable, on hein. en a après. Après, Ok. on a du plus abordable. hein. Ok, Ouais, d'accord. ouais, Là, complètement. on parlait un peu, on parlait d'écran. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Bah, petit non, Arnaud. en parlant d'écran, en fait, c'est ça qu'on peut retenir aussi Oui. de ces découvertes en Chine, c'est que globalement, l'infotainment en Chine, moi perso, je suis pas possesseur de voiture électrique, mais bon, grâce à vous quand même, je peux monter dans pas mal de modèles. Je suis bluffé par les interfaces, Ouais. par la fluidité Ah ouais. De ouf. graphique. C'est de la 3D, c'est tout, joli. voilà. c'est- ouais. Et il se passe quelque chose où tu te dis, mais j'ai l'impression quand même qu'on est
En retard. 4 ans plus loin en Chine quand je suis dans une voiture. Au moins Ça, on 4 avance, ans. quoi. Ouais. Facile, bah, une limite, génération. Voilà, t'as Tesla qui, tu vois, ils font de la 3D depuis longtemps, c'est joli et tout, ça devient de mieux en mieux. Mais clairement, t'as raison, là, ils sont un cran au-dessus parce que tout ce que tu peux faire, tu vois, Tesla, c'est un peu fermé. Et Tesla, c'est les seuls. Du Stellantis, du Renault, c'est OK, c'est sous Android Automotive C'est ça, et tout, ouais. c'est OK. Ouais. Mais le reste, Volkswagen, t'es là, l'interface, t'as l'impression, c'est il y a 10 ans. Ils font des progrès, mais ils partent de Ouais, très loin. Ouais. Et j'ai Même mon Leapmotor, là, je reviens juste 36 000 euros. Effectivement, en fait, tu te transportes, tu as une vision 3D de la voiture, tu peux la faire bouger, tout ça. Enfin, c'est fou pour le prix. Franchement, Ouais. c'est vraiment Et là, impressionnant. en Chine, vraiment, tu te dis, ah ok, c'est des interfaces, mais tu vois, aussi bonnes qu'un smartphone, voire Ouais. meilleure. On a Ouais, vraiment ouais. quelque chose de très intuitif, Ouais. très réactif, Et avec les des écrans sont animations beaux. dans tous Ouais, les ouais. sens. Et même face à une Tesla, on s'en parlait, je te posais la question, mais toi, ta Tesla, c'est pareil. Tu me disais, non, là franchement, c'est un peu mieux quand même. Ouais, clairement. Et ils sont en avance voilà, sur les techs intégrés et tout. Et un truc que j'ai entendu, je crois que c'était Baptiste qui m'avait dit, à Shenzhen, 90% des bagnoles sont électriques. Un truc comme ça, genre, Ouais, il y a je sais pas si énormément c'est de bagnoles 90, mais c'est Il y a énorme. genre énormément de voitures électriques, quoi. Enfin, il y a En même effet. peut-être une avance même dans la démocratisation de la voiture électrique ou pas, genre. Ouais, bah déjà, ils sont je divague partis un peu, mais, depuis 10 ans, ils mettent des aides à l'accès aux voitures électriques chinoises. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Shenzhen et à Pékin, t'as des zones d'exclusion dans le centre-ville où t'as pas le droit de rentrer Alors. avec une voiture thermique. Alors, faut se dire quand même Donc, ça. que le système gouvernemental dictatorial de la Chine aide à prendre des décisions rapides. Ok. L'appareil d'État est Il faut mettre les puissant. choses Voilà. plus facilement en Donc, place, quoi. quand il faut que les gens achètent des voitures électriques, ils achètent des voitures électriques. Voilà. Mais même les deux roues, ça fait plusieurs années que tous les Ah, les scooters, en fait, scooters, sont c'est un- électriques. ouais, Ouais. c'est un Ouais, régal. ouais, ouais, À tous, Paris, tous. t'entends le T-Max qui passe avec son pot percé qui te réveille en pleine nuit. Là-bas, t'as que du scoot électrique. Ouais. Au feu rouge, il passe au vert. Hop, t'entends un petit sifflement. Tu vois, enfin, ça, c'est Ouais. royal. Et on sent la différence, parce que pour avoir été en Chine, il y a de ça à peu près 8 ans, Ouais. dans les grandes villes, le niveau de pollution Ouais. est vraiment inférieur Ouais. aujourd'hui. Tu l'as ressenti? Ça se voit surtout. Ouais. Ouais. Parce qu'avant, tu avais un brouillard ambiant Ouais. constant Ouais. partout, et là, ce n'est plus le cas. Tu as vraiment une pollution qui Ouais. est maîtrisée. Transition tout à l'heure, tu me parlais de feux rouges, justement, et tu m'en parlais l'autre fois à la rédac, genre des feux rouges connectés. C'est des choses que nous, on n'a pas forcément en France, mais qu'il y a peut-être plus souvent qu'on croise finalement en Chine ou autre. Ah ouais, en Chine, c'est omniprésent. Shenzhen, Pékin, Shanghai, Hong Kong. Et là, on a une petite vidéo, une petite photo, je sais plus, pour montrer. En gros, Connectés à quoi déjà? les feux rouges sont connectés. Point barre. Ils sont connectés à Internet. Voilà, tu vois. Aux internets. Et, voilà, aux internets. Et les voitures sont connectées aux internets également. Et donc, ça permet de récupérer l'état du feu en temps réel. Regardez là, à l'écran, vous voyez que le feu est rouge et que dans 9 secondes, il passe au vert. Et en gros, bah, ça, c'est un truc de ouf parce que si tu vois que le feu, il va passer au vert dans 2 secondes et que toi, t'es sur ta lancée, bah, tu te dis, je m'arrête pas, je ralentis un petit peu, je mets du frein moteur, je mets un point mort, que sais-je, et tu repasses quand le feu est au vert et nickel, tu t'es pas arrêté, tu consommes moins d'essence. Ou à l'inverse, t'es là, bon, bah, dans 2 minutes, il passe au vert, vas-y, j'ai le temps, je passe un appel, je fais un truc, machin. C'est beaucoup moins frustrant. Et surtout, quand tu commandes un Uber, tu as cette même affichage. Donc en gros, tu commandes ton VTC ou ton taxi et tu vois qu'il bouge pas depuis 2 minutes. T'es là en mode mais qu'est-ce qu'il fout, sérieux? Bah en fait, tu vois qu'il est au feu rouge en train d'attendre. Donc bah t'attends toi aussi. Tu vois, tu te dis ok c'est bon, il y a pas de galère, il s'est pas Et arrêté. tu sais dans j'étais un combien de truc. temps le feu rouge passe au vert. Ouais. Alors que tu n'es pas dans la voiture. Tu sais dans combien de temps il va arriver. Ouais. Donc Ok. c'est vrai que tu as C'est de l'information en plus, quoi. de l'information en plus, c'est intéressant. Alors, à Skip, ça pourrait arriver en France. Ouais, exactement. En France, il y a certaines villes, Là, en fait, on a toutes une les villes où il y a un petite tramway, t'as forcément une API parce que les feux du tramway sont connectés, en fait, pour régir le tramway et les voitures. Ben, en gros, ils sont interconnectés entre eux. Et je sais qu'à Bordeaux, par exemple, que je connais bien cette ville, t'as une API qui permet d'accéder en temps réel aux feux rouges, ou verts d'ailleurs, qui sont à côté des trams. Ok. Pour l'instant, l'API, elle est un peu vieillotte et personne l'a prise pour l'intégrer dans Google Maps, dans Waze, etc. Mais ça serait possible à terme, en tout cas. Ok. Est-ce que ce genre de choses, ça peut aussi beaucoup servir sur la conduite autonome des bagnoles, notamment Ah ouais, en termes carrément. de communication Ouais. Bah, des véhicules, à terme, t'as plus de feu, les voitures s'arrêtent plus, tu vois. En gros, les voitures savent qu'elles arrivent à une intersection, elle sait qu'il y en a une dans 2 secondes, elle passe, bah, elle a le temps, elle passe, il y a l'autre qui passe derrière. Enfin, tu vois, c'est C'est très long Minority terme. Report, quoi. Ouais, tu c'est vois. ça. c'est dingue, hein. Ouais, clairement. Eh ben, alors ça, t'as ça partout ou alors c'est localisé dans Non, non. certaines zones de la ville Pékin, comment ça- Pékin, il y t'as en a ça où partout. Shenzhen, t'as pas ça partout, mais c'est plutôt un peu le centre. Et après, dans les petits bleds, a priori, il y a pas. Tu vois, à Canton, je suis pas sûr qu'il y avait quand on est allé, mais. Dans les grandes villes, ça se met Ouais, voilà, en place, ouais. Ouais. Et ça fonctionne, hein. Donc Ça fonctionne bien. Vous avez kiffé, vous, quand tu vois le truc. Ouais. Bah oui, bah t'es oui. là, t'es là, tu te prends la petite claque en mode. Mais il y a un dingue. truc que je me suis dit, c'est dans des pays de l'Est en Europe, il y a des feux qui ont le compteur à côté du feu Ouais, rouge. c'est Même vrai. en Espagne. Hein. Et ouais, mais en France, il n'y en a pas.
Non. Et tu te dis, mais pourquoi juste on met. Alors, je suppose, pourquoi? Parce que ça coûte plus cher de mettre le compteur, je suppose. Mais c'est vrai que ça serait déjà un premier pas. Ouais. Bah, après, le vrai pas, ce serait de connecter. Ou pour éviter de faire la course, hein. Parce que nous, le Zeekr, à un moment, il nous a fait la démonstration des 600 chevaux du van, et en gros, on était au feu rouge, et là, il y avait le décompte 3, 2, 1, et il a fait, OK, 3, 2, 1, go! Le départ est Tu fin, mets quoi. ça en France, tout le monde fait la course au feu rouge, quoi. Ouais, Tu vois. ouais. Il y a les feux sont connectés, mais il n'y a pas que les feux non plus. Il y a les phares qui sont connectés. Les phares peuvent parler, communiquer d'une certaine manière. Les phares des voitures, j'entends. Alors, oui, en fait, ça, alors. On va dire qu'ils sont pas connectés, mais en fait, ils vont tellement loin dans l'affichage du phare qu'ils vont pouvoir faire des motifs sur les phares arrière notamment Ouais, et les phares et avant. avant aussi, Ouais, tout ouais. à fait. Et Donc- des motifs ou des phrases, hein. Tu peux Ouais. écrire avec ton doigt sur l'écran. J'arrive, Genre survolté, quoi. voilà, Alors, survolté. Abonnez-vous à survolté. Et ça avait les afficher. Bah tiens, là on voit, là Voilà. c'était un gâteau d'anniversaire. Là je sais pas ce Des que petites c'était. étoiles. Voilà. Bon. Et ça c'était pas le modèle où on pouvait écrire, mais en effet, alors ça c'est un peu plus fun qu'autre chose. Hein, voilà. Ok. Alors. Si, ça peut être utile. C'est quand, par exemple, imagine, tu dis je vais m'arrêter pour déposer quelqu'un. Bah, sur le phare, tu peux mettre une petite icône qui fait comprendre à la personne derrière, ok, il va s'arrêter pour déposer quelqu'un ou Ouais. Ok. tu fais gaffe, tu ralentis, voilà. Mais J'ai- moi, je dirais que c'est quand même plutôt esthétique que C'est pratique. gimmick. Mais voilà. J'allais poser vraiment la question à quoi ça sert. Est-ce que c'est Bah, c'est sympa. sympathique? Voilà. Voilà, c'est. Et c'est rigolo. C'est un peu comme le klaxon prout de Tesla, tu vois. Ok, Ah, ouais, le imagine si t'as ça en option payante, je pense que personne n'apprend, non? Non, bah non, mais bon. Ah, est-ce que en Chine, vous avez vu beaucoup de gens utiliser ce genre de Non. phare un peu rigolo Non, en mettant non. des petits messages, etc. Mais c'est plutôt nouveau comme truc. Ouais. Hein. Ça, c'est des caisses qui sortent là cette année, donc on n'a pas vu beaucoup. Et j'avoue, quand tu roules, je sais même pas si tu peux foutre ça. Non, je suis des pas gâteaux sûr. et tout, c'est peut-être Par que à contre, un l'arrêt. truc qu'on a vu en concept, donc c'est pas dans une voiture qui est vendue, ce sont des phares vidéoprojecteurs. Donc tu What sais, the il y a fuck? alors ça existe, les phares qui ont une découpe laser. Oui. Tu sais, pour pouvoir découper quelqu'un qui arrive en face et tout, pour pas l'éblouir. Eh bien là, ce sont des phares qui ont une découpe laser, mais en fait, tout simplement, c'est tellement précis que ce sont comme des vidéoprojecteurs Ok. qui vont éclairer au sol la trajectoire à prendre, Ouais. GPS. C'est ça. Ou même des alertes pour les piétons quand tu vas redémarrer, des choses comme ça. Et qui peut afficher un passage piéton pour laisser la personne traverser. Alors je crois que les Allemands le font un peu. Hein. Mercedes-Benz, Voilà. ça existe Ouais, déjà. Audi, je crois pareil aussi. Audi, ouais, c'est ça. Enfin, c'est Et- sur les voitures très Ouais. C'est très déjà chères. commercialisé. Ouais, c'est Ouais. ça. Ah d'accord. Ouais, ouais, bah, Et là, depuis je crois que quelques ce qui années. était fou, c'est que je crois que ça pouvait projeter aussi un truc au mur, non Alors, ça, je sais plus. peut-être pas Bon, celui ça de BYD, existe mais- chez Audi aussi, mais, Ah, ok, mais encore bon. une fois, c'est très peu Ah, développé. ok, C'est ouais. sur, voilà. C'était sur quelle voiture que vous avez vu ces Ça, phares c'était Aito M9, donc le SUV de Huawei avec je sais plus quel autre constructeur chinois, et Stellato S9, pareil, c'est Huawei avec un autre constructeur Ok. chinois. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir. Il y a vraiment des évolutions et je me suis projeté en me disant c'est super ça en conduisant de pouvoir voir ta trajectoire au sol quoi. Ouais. Bah, ce qui m'a fallu, c'est moi sur un essai Mercedes, la classe E électrique, donc le QE, il y a 2 ans. En gros, sur l'autoroute, elle avait ce genre d'un peu de projection. Et quand je mettais le clignotant à gauche, en fait, elle mettait une flèche au sol sur la voie de gauche pour prévenir s'il y avait un usager sur la voie de gauche que j'allais doubler et que j'allais me retrouver ici. Ouais. Tu vois, là, j'étais en mode, waouh. Ouais, c'est pas Il y mal. a David Noguera dans le chat qui nous dit c'est amusant parce que tout ça, ça existe sur des équipementiers pour les véhicules européens et que nos législations rendent l'usage Mais justement, compliqué. c'est ce que je voulais dire, un petit cocorico là. Donc on parlait de Zeekr. Ouais. En fait, donc Zeekr propose en fait sur un bandeau avant entièrement fait de LED. Ok. Donc pour faire des petits messages machin. Et ça c'est développé par un équipementier français, c'est Valeo. Ah, c'est tout à Valeo. fait, ouais, Eh oui. exactement. Ah, ok, d'accord. Donc voilà. Ah, Valeo, ils sont partout. Hein, Ah, ils sont très forts Valeo. Mais c'est vrai qu'on a peut-être des problèmes de législation, enfin des problèmes, parce que c'est un problème d'ailleurs. des limitations. Voilà. Des limitations. Des contraintes réglementaires. Par exemple, les logos rétroéclairés, c'est tout nouveau en Europe. En Chine, ils l'avaient avant nous. Aux États-Unis, ils l'avaient avant nous. Bon. Après, on est en avance sur certains trucs. Les rétrocaméras, c'est pas encore légal en Chine. Ça va le devenir, alors Ah ouais qu'en Europe, ça fait des années qu'on a le droit Ah, ouais. aux rétrocaméras, quoi. Moi, quand je pense à la Chine, je pense forcément à une marque en particulier, c'est BYD. Ah bah oui. Je sais que vous les avez rencontrés pour vivre, disons, une expérience haute en couleur, un peu chaude, quoi. Alors, il s'est passé un truc, c'est incroyable, Ils ont quoi. fait une belle démo. Et déjà, pour resituer, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est Oui. numéro 2 de la voiture électrique dans le monde et plus grand concurrent de Tesla. Mais ils font des batteries, et donc très belle transition, chers collègues. Ils nous ont fait cramer une batterie devant les yeux. Genre, ils l'ont allumé au briquet, c'est comment tu l'as dit Ils ont fait un usage réel de comme si ta voiture allait se cracher et qu'il y Un avait des accident, débris ouais. dans tous les sens. Ok. Donc tout simplement, ils ont mis un petit coup de perceuse dans Ouais. la batterie. Ok, quand Deux tu batteries. perces, il se passe quoi? Ils ont percé 2 batteries. Ok.
Alors, une batterie classique, alors c'est quoi la NMC, norme là, enfin, ce qu'on a dans les Tesla avec du nickel, cobalt, manganèse, une batterie classique avec une belle densité énergétique qu'on a sur toutes nos voitures européennes quasiment. Et la leur, la LFP, le lithium fer phosphate. En forme de lame. En forme de lame, exactement. Et qui est. Bah voilà. Là, donc la ça, batterie Tesla. Voilà, ça, alors ça dépend parce que Tesla est aussi Ils ont cité le nom de la LFP, boue. Non, c'était Non, juste mais- la chimie, en gros, c'est ça le plus intéressant. Donc là, ils percent la batterie, elle prend feu, et en gros, c'est ce qui se passe quand t'as un accident, en effet, quand la batterie est percée. Donc dès que tu la Alors, perces, en fait, elle bah prend oui. feu. Il y a un phénomène chimique. Court-circuit, t'as un court-circuit. Il faut quand même préciser que c'est quand même extrêmement rare. Voilà, Pour exactement. percer une batterie, il faut Là, vraiment. regardez, là, ils sont en train de percer la batterie Voilà. Et là, BYD. ils percent la leur, et voilà, ils montent. Il se Alors, passe rien. c'est pas propre à BYD, attention, c'est propre à la chimie qui est utilisée dans la batterie, Oui. qui a beaucoup moins de chances d'avoir un court-circuit et un runaway thermal, là, Emballement thermique. emballement thermique, merci, et qui fait un feu. Et en fait, les chercheurs commencent quand même à beaucoup taffer pour essayer d'avoir le plus possible ce genre de batterie, y compris sur les autres chimies. Et comme tu disais, JB, en fait, les batteries sont... On n'a jamais cette cellule, tu vas jamais pouvoir percer un truc avec ton couteau comme ça. C'est ça. Parce que tu as de l'acier qui protège ta batterie et que si tu as un accident, c'est difficile d'arriver à ce point-là quand même. Ouais. Ok. Donc, Vraiment quasiment impossible. ouais. Donc, en fait, là, ils nous font juste une démo pour montrer que, mais c'est très visuel, quoi. C'est juste exactement. ça. Voilà, c'est ça. Peut-être faire un petit rappel que voilà, les batteries qui prennent feu, ça reste, ça restera dans l'industrie de l'automobile. Tout est très normé, homologué. Exactement. Sur le vélo électrique, il y a des choses un peu plus sombres qu'on peut acheter sur des plateformes qu'on va pas forcément conseiller. Il y a eu des incendies, mais les batteries de marques réputées internationales, etc., c'est hyper sécure, quoi. Il faut un peu rassurer les gens, Exactement. ne pas partir dans des théories un peu loufoques. Tout Voilà. à fait, et c'est un chiffre que j'aime bien rappeler quand on parle de ce sujet-là, c'est que tu as moins de chances d'avoir un incendie avec une voiture électrique qu'avec une voiture thermique. Ok. Voilà, tout simplement. simplement, Et genre, le ratio est énorme. On a fait un article sur Frandroid, ou même 2 ou 3, je sais plus, enfin on en parle souvent de ce chiffre. Et en fait, c'est simple, dans une voiture thermique, t'as tellement de trucs qui peuvent flamber. Déjà, t'as un réservoir d'essence où l'essence, ça brûle facilement. T'as beaucoup aussi d'électrique, d'électronique. T'as une batterie 12 volts, t'as un alternateur, t'as plein de pièces en mouvement. Et en fait, sur une voiture électrique, tout est fait justement pour pas que la batterie prenne feu. Donc, toutes comme on dit, les contraintes, il y a beaucoup de contraintes. Exactement, en termes de sécurité. Il y a tout un pack en fait qui l'entoure. Exactement. Ouais. Et en fait, tu as moins de chauffe aussi, tout simplement. Un moteur thermique, ça chauffe énormément. C'est un chauffage. Alors qu'un moteur électrique, ça chauffe quasiment pas, quoi. Quand on parle beaucoup de la Chine, l'avance qu'ils ont, etc., il y a forcément un pan qu'on a évoqué tout à l'heure, Arnaud, tu l'as évoqué, la conduite autonome. Est-ce qu'ils sont en avance sur la conduite autonome, au niveau de la législation, au niveau des techs? Nous, on sait qu'en Europe, c'est assez limité d'un point de vue législatif. Aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus ouvert. C'est assez un gros sujet qu'on traite. Vous avez pu essayer des choses, vous avez pu voir des choses un peu. On a pu essayer, mais genre vraiment. C'est-à-dire que il faut comprendre déjà un truc, c'est que rouler en Chine, c'est un délire. C'est un délire. C'est-à-dire, c'est un délire, messieurs. Il y a une culture de la route qui est quand même très différente de chez nous. C'est très, ils sont dans l'action. C'est au forcing. Moi, j'ai halluciné. C'est qui a les plus grosses, hop là, quoi. Ça colle. Mais genre, tu sais, quand t'as deux voies qui mergent un peu comme ça, là. En France, en Europe, t'as un peu la culture du temps laisse passer 1 sur 2. Bon, parfois, ça arrive pas, t'es vénère. Bon, c'est pas grave. Ouais. Là-bas, non. Là-bas, tu vas jusqu'au bout. Et c'est au bout, faut prendre une décision. C'est au bluff, quoi, alors. Et surtout, tu sais, genre, danger, en Europe, tu laisses un peu d'espace. Là-bas, sans déconner, tu mets pas ta main, tu vois. Enfin, c'est. Il colle, c'est très nerveux. Les piétons, ça passe. Une moto qui se ramène. Donc, c'est assez chaotique. Et genre, vraiment. C'est chaotique, mais attends, mais comment. Sur une route avec Vincent, on se disait, là, on serait mort 10 fois en France. En faisant ça, on serait fait engueuler. La question que j'ai envie de poser, c'est dans un environnement aussi chaotique, comment tu fais pour avoir une conduite autonome fiable et qui fonctionne bien? C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est qu'on a fait une conduite 100% autonome. Voilà, il y a une voiture qui nous a conduit de manière 100%. C'était quoi la caisse? C'était quoi? C'est du Huawei, c'est la même chose avec M9. Comme ça d'avant. Ça, c'était Xpeng, pardon, celui-là. C'est un autre. On en a fait plusieurs et ça fonctionnait. Et ça fonctionnait très bien. Mais les choix que faisait la voiture étaient plus que pertinents et très renseignés parce qu'il faut savoir que là-bas, du coup, la plupart des voitures, la plupart des voitures sont équipées et du lidar, du capteur lidar et des caméras. Tu vois, alors que chez Tesla, il y a uniquement les caméras. Oui, exact. Et donc les capteurs, on sent que la voiture comprend très bien son environnement. L'affichage qui est fait sur l'écran, il est très juste et il voit loin, ça se sent. Okay. Et
on se sentait en sécurité alors que c'était dans une route très chaotique. Là, ce qu'on voit, c'est pas forcément. Là, c'était Xpeng, donc c'était un autre. Le système est un peu moins évolué que Huawei, et je sais qu'on a une vidéo après pour vous montrer le système de Huawei, et c'était celui-là le plus bluffant. Celui-là, tu l'avais pas vu. Voilà, celui-là. Et en gros, là, vous allez voir, on va arriver sur une intersection avec un passage piéton où il y a des scooters et des piétons qui passent. On les voit arriver sur la gauche. Et en gros, la voiture ne va pas marquer un arrêt franc. En fait, tu vois, elle continue d'y aller un petit peu. Elle va ramper un petit peu pour essayer de passer. Et tu vois, là, regarde tout ce qui passe. C'est n'importe quoi. Et elle réaccélère. Là, entre deux trucs. Entre deux, tu vois, elle est t'as un scooter qui passe de nulle part. Et ça, mais c'était vraiment un truc de ouf. Et en gros, si tu fais la même chose avec tu vois, là, t'as du piéton qui passe, elle y va quand même. Enfin. Et en gros, si jamais elle faisait pas ça, elle passait jamais. Parce que t'avais du scoot qui faisait que de passer, du piéton, du machin. Et les Chinois conduisent comme ça. Et ce qui m'a bluffé, c'est qu'ils ont réussi à permettre à un robot de conduire comme un conducteur chinois. Et en gros, nous, on a testé le Tesla FSD aux États-Unis avec Arnaud et Omar, c'était pas du tout ça. C'était très cordial, la voiture elle laissait de 20 mètres. Un peu brute surtout, moi je dirais. C'est-à-dire qu'elle pouvait avoir tendance à piler, à abandonner et te dire bon non, on reprend le volant. S'ils sont capables de s'adapter à l'environnement automobile chinois, ça veut dire qu'ils sont largement capables de s'adapter à un environnement automobile européen. C'est du pipi de chat pour eux de faire ça. C'est ce que je me disais, c'est que ça ferait des merveilles chez nous, ça serait incroyable. Et pourquoi on ne le voit pas chez nous alors? Pourquoi parce qu'ils ont des. Parce que t'as Renault, t'as Peugeot, t'as Stellantis qui bloquent. Les législateurs européens qui bloquent. Non, alors pas forcément. J'ai appris une info très récemment. Alors, deux choses. En effet, actuellement, on ne peut pas faire ce type de conduite en Europe. Aux États-Unis, on l'a testé avec le Tesla FSD, c'est légal, c'est autorisé. Et c'est que dans certains États en plus, non? Bonne question, je sais pas. En vrai, peut-être, t'as peut-être raison, je ne sais pas. Et en Europe, pour l'instant, c'est pas autorisé, mais à partir de janvier 2025, ça pourrait l'être. Donc Tesla a prévu de faire venir son full self-driving, la conduite 100% autonome qu'on a aux US, en Europe au cours du premier trimestre 2025. Et encore plus intéressant, ils ont prévu de le faire arriver en Chine également. Et moi, je suis persuadé que techniquement, Tesla est capable de faire la même conduite que Huawei. C'est juste que par contre, il faut que logiciellement, il fasse un gros réglage pour dire à la voiture, écoute, faut que tu colles, faut que sur les passages piétons, tu laisses pas passer tout le monde et que tu y ailles. Mais techniquement, est-ce que tu crois que le capteur lidar qui était placé en haut de la voiture aidait à avoir une meilleure visualisation de la scène? Peut-être un peu. Parce que moi, c'est ça qui m'étonnait, c'est que au-delà des voitures qui étaient collées à toi, il comprenait très bien également l'environnement, mais les piétons qui étaient loin ou pas, l'artographie. Et puis même le nombre de voies, enfin tout était très juste, ça bouge. Tu sais, Tesla parfois ça fait un peu comme ça, les lignes elles sont un peu gigotantes. Et il y a quelque chose de quand même d'assez rigide dans la compréhension. Franchement, à voir. Moi, je suis très curieux. Et tout le monde, j'en parlais à Xpeng, j'en parlais à Huawei, et eux, ils sont ultra excités à l'idée que Tesla arrive. C'est en mode, vas-y, on t'attend parce que nous, on fait les choses bien. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Et si Tesla arrive, ils peuvent faire n'importe quoi. On sait que c'était en bêta pendant des années. Donc, est-ce que ça sera la même chose ou est-ce qu'ils vont arriver? En fait, on sera bluffé en mode, ah ouais, quand même. Et moi, j'ai hâte, quoi. Et la deuxième chose, je l'ai totalement oublié. C'est que j'ai appris ça aujourd'hui même. C'est qu'en fait, toutes ces technos qu'on a vues de Huawei ne sont pas prévues pour être exportées hors de Chine. C'est-à-dire que l'infotainment à l'intérieur avec cet OS qui est magnifique, la conduite autonome telle qu'on l'a vue, n'est pas prévue dans les contrats avec les marques pour être vendue hors de Chine. Et du coup, Aito, on sait qu'ils vont arriver au mondial de l'auto et qu'ils vont présenter leur voiture. Eh bien, c'est fort probable que le système d'infotainment à l'intérieur ne ressemble pas du tout à ce qu'on a vu en Chine et qu'elles aient pas la conduite autonome telle qu'on a vu, mais juste le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie. Donc, ce serait une très très grosse régression parce que c'est ce qui fait, je dirais, le quart du prix de la voiture en Chine. Moi, je l'achèterais pour ces technos principalement, quoi. Mais il y a un truc qu'il faut ce voyage en Chine m'a permis de comprendre un truc. Que je le savais, mais je m'en suis vraiment rendu compte. La Chine est un très grand pays. Donc pour une marque, t'es bon toi. Et il faut l'intégrer en termes de business, parce que pour une marque comme du Huawei ou n'importe qui, quoi, Xpeng ou quoi, rien que de vendre sa voiture dans son propre pays. C'est un énorme marché en fait. Ça permet d'avoir une entreprise qui est multi-rentable et qui permet d'avoir une entreprise qui a la taille des plus grosses entreprises qu'on connaît nous dans notre monde occidental. En fait, tu peux être une multinationale juste en vendant en Chine. Donc tu n'es pas multinationale, mais c'est ça. Tu peux avoir un impact de raisonnement mondial alors que tu ne vends qu'en Chine. Et en fait, c'est ça qui est
compliqué parce que moi, en tant que petit Français, je dis pourquoi chez nous ils enlèvent toutes les fonctions? Pourquoi chez nous ils s'en foutent de lancer cette voiture plus tard? Mais parce qu'ils s'en foutent en fait. Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. Parce qu'on est que 70 millions de personnes et que 70 millions de personnes pour eux, c'est une ville. En France, quoi. Oui, voilà. C'est un bourg. C'est un petit. Pour eux, c'est une ville parce que quand t'es plus d'1 milliard largement, eh ben, un pays de 70 millions de personnes dans lequel il n'y aura qu'une petite portion de personnes qui pourront acheter ta voiture. Oui, en plus. C'est vraiment un petit doigt. Donc en fait, là, venir sur le marché français, pour eux, c'est plutôt une ambition de conquérir l'international, faire rayonner la marque dans le monde. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'image, mais de l'ordre du business, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est pas le même retentissement pour la marque. Ouais. Donc en fait, c'est ça aussi qui font que parfois ils font des choix où ils nous mettent à la marge, quoi, parce qu'en fait, techniquement, c'est pas grâce à nous qu'ils vont devenir les plus gros, quoi. Et surtout d'un point de vue rationnel, lancer une marque de voiture, ça coûte très très cher. Soit un marché dans lequel t'es pas, faut lancer tout un service de marque, d'après-vente, de communication, tout ça. Faut savoir que ce qu'on disait, c'est qu'il y a plus de 100 marques de voitures. Plus de 150 de marques de voitures électriques. Et je crois que t'en as 2 ou 3 qui sont rentables. On avait fait un article dessus. Exactement, ouais. Voilà. Donc, parce qu'après, ils sont subventionnés comme des petits coquins par le gouvernement chinois. Et donc, déjà, que s'ils dégagent pas d'argent dans un marché intérieur aussi énorme, pourquoi est-ce qu'ils mettraient des sous supplémentaires pour un marché qui sera beaucoup moins intéressant? Ouais, ça se tient. Voilà. La conduite autonome, c'est bien, mais vous avez un peu conduit des caisses comme là-bas, parce que vous êtes pas y allé pour juste se faire mousser par une conduite autonome. Je vais de là, vous avez conduit un peu ou pas? Je me suis fait conduire et il m'a fait peur. C'est Vince qui conduisait, c'est ça? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que conduire en Chine, c'est très compliqué légalement. Il faut faire traduire ton permis. La traduction est valable uniquement la durée de ton voyage. Il faut passer plusieurs heures dans un lieu spécial où tu fais la photo d'identité, la traduction. Bref, tout ça pour dire, j'ai pas pris le temps de le faire. La semaine était très chargée, mais la prochaine fois, je le fais. Du coup, on s'est fait conduire soit par des amis qui sont là-bas et qui connaissent très bien l'automobile et qui nous ont permis de tester. Des fixeurs, c'est ça, ouais, des fixeurs. J'adore cette terre, ça fait très journalistique. Et sinon, on a pu conduire sur des parkings. Bon. C'est mieux que rien. Et notamment, on a pu se faire plaisir avec BYD. Ils ont la marque haut de gamme qui s'appelle Denza. Et ils viennent de sortir la Z9 GT qui est un peu l'équivalent de quoi? Une Porsche Panamera? Ouais, c'est ça. Très grande sportive, costaud, quoi. 1000 chevaux, enfin, tu vois, un délire. Et surtout, des roues arrière directrices, donc ce qui se fait déjà en Europe pour avoir un rayon de braquage plus faible, tu peux te garer plus facilement, très bien. Mais une fonction qui est hallucinante, mais qui va te faire cramer les pneus, et je sais pas si elle est bonne pour la pollution aussi, parce que tu vas laisser des traces de pneus partout, c'est que tu peux demander à ta voiture qu'elle se fasse un demi-tour sur place ou qu'elle se gare en créneau. Tu sais, t'as jamais fait ça, genre, tu veux faire un créneau. Ouais, voilà, ça c'est le demi-tour sur place. Un demi-tour sur place. Et donc en gros, c'est un peu comme un char, tu sais, qui va faire tourner ses chenilles d'un sens et dans l'autre. Et là, il faut savoir, ça fait les traces de pneus. Et là, ça fait. Ça, c'est des images exclusives qu'on vous diffuse. C'est des choses qu'on n'a pas encore diffusées sur YouTube, etc. Exactement. Et donc ça, bon, pourquoi pas? Imagine, t'es Keblo à un moment, tu veux faire demi-tour, t'appuies sur un bouton. Et d'ailleurs, c'est l'exemple qu'on nous a fait. On nous a emmenés sur une... Alors franchement, c'était une 4 voies. Une 4 voies, le mec s'arrête en plein milieu, il dit non, en fait, je veux faire demi-tour. Il a fait demi-tour au milieu. Attends, mais il y avait des voitures qui roulaient aussi? Non, il y avait comme un cul-de-sac au bout, mais nous, on a pris très peur, sachant pas qu'il y avait un cul-de-sac au bout. On se dit, attends, pourquoi il fait demi-tour là? Et la machine a fait... Et voilà. Et quand à l'intérieur, il y a du bruit, ça s'entend, c'est sous. Non, tu te fais brasser comme ça. Tu vois, tu es un peu brassé quand même. Les pneus ils résistent et que hop, ils résistent plus. Enfin, c'est pas très agréable. Non. Et clairement, vu les traces de pneus que tu laisses au sol et le boucan que ça fait, parce que vraiment, tu le fais jamais en fait. Il y a une fonction qui est peut-être pas mal. C'était, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu veux faire un créneau. T'es mal embarqué, tu fais vas-y, je vais me garer en marche avant dans la place de créneau, mais du coup ta voiture elle est en biais et t'aimerais comme ça dans ta tête que quelqu'un à l'arrière soulève ta voiture et plof, tu vois, la mettre dans ta place. Mais en gros, grâce à ça, ça peut le faire. Tu vois, t'arrives en marche avant à l'arrache, t'appuies sur le bouton et ça met l'arrière dans le bon sens. On a déjà vu des technologies un peu déjà comme ça, le crabe un peu. Le crabe, c'est eux qui le font aussi, notamment avec le Yang, là, les versions encore plus haut de gamme et tout, quoi. Ça permet vraiment de faire, de déplacer la voiture un peu sur un même axe, quoi. C'est ça, en mode de. Ça, c'est pas mal, je trouve. Il y en a en Europe de ça, on a déjà accès. Non, en Europe, non, c'est les États-Unis, avec je sais que. Alors, le classe G électrique, le Mercedes, l'énorme 4x4, machin, je sais qu'il peut aussi faire en crabe. Mais par exemple, le Mercedes dit, ça, vous pouvez le faire uniquement sur chemin, pas sur route ouverte. Ok, d'accord. Voilà. Oui, c'est un peu réglementé. Alors qu'en Chine, on a vu des vidéos de démo BYD, là. Les gars, ils faisaient ça en plein milieu d'un parking de centre commercial. Du coup, t'as tout le monde qui filme. En fait, c'est n'importe quoi.
Voilà. Tu voulais ajouter un truc Non, justement, j'étais en train de me dire, mais on n'a pas vu que ça. On a vu aussi, surtout, alors t'avais l'extérieur comme ça, t'avais l'intérieur des voitures aussi qui était surprenant, mais en termes de confort. Notamment la L60 de Onvo, qui est une sous-marque du groupe NIO. Tout à fait. Et NIO, peut-être que vous connaissez pas non plus parce que c'est pas lancé en France. Non, c'est lancé en Allemagne. Ça mérite un dossier sur Survolté, sur toutes les marques chinoises. Et quelle sous-marque appartient à qui? C'est vrai que c'est Petit pas aparté. facile On va se mettre sur une semaine là. Donc là, dans l'agneau, t'es genre ultra confort, tout confort, ça veut dire quoi? C'est quoi les bails un peu? C'est une voiture accessible, donc Voilà. c'est pas une voiture limousine. C'est accessible, c'est-à-dire en termes de prix, tu veux dire? Ah oui, en termes de prix. Exactement. En gros, c'est 40% moins cher qu'un Tesla Model Y. Donc, ça vient se battre avec un Tesla Model Y en Chine. Elle vient d'être lancée. Ils la vendent comme des petits pains parce que le rapport qualité-prix est excellent. Elle est compatible avec l'échange de batterie, c'est-à-dire qu'elle peut se recharger en 3 minutes. Et ici, je faisais la démo avec Arnaud. Regardez-moi ce grand prince là. Voilà. Et Vincent, il est grand. Hein. Ouais, je suis 1m84 et en gros, tu vois, le siège avant, déjà, t'as un petit repose-jambe là. Et vous voyez, le dossier, tu peux le faire totalement basculer pour faire une sieste, dormir, enfin faire ce que tu veux. T'as le petit écran à l'arrière où tu gères la clim, l'écran à l'avant, franchement, il est très bien fait. Et cette voiture arrive moins cher que le Tesla Model Y avec des specs qui sont très très intéressantes sur l'autonomie, la recharge. Enfin, franchement, bluffé. Et elle arrive pour l'Europe. Et en plus, elle est prévue pour l'Europe. C'est-à-dire que ça, tu prends cette caisse, tu vas à la station de recharge. Tu la recharges pendant 20 minutes, t'es un peu fatigué, tu dis ok, je me tape ma plus belle sieste de 20 minutes réparatrice. Toi, c'est sûr que t'aimerais ça. Vous me connaissez, j'aime bien faire les siestes le midi, voilà. Hein. Mais tu peux taper ta sieste et t'es tranquille, quoi. Oui. Et c'est ça qui était assez bluffant, c'était. Alors, c'est la culture chinoise, c'est moins de place dans le coffre. Tant pis, parce que tu l'as dit, on part pas autant en vacances en Chine qu'on part en vacances chez nous. Donc la place dans le coffre, c'est pas si intéressant. Par contre, de la place pour les passagers à l'arrière, de la place pour les passagers à l'avant et surtout du confort. En veux-tu, en voilà. C'est-à-dire que dans la plupart des voitures, on avait quand même des sièges qui étaient ventilés, chauffés, mais sur les 4 places. Et ça arrivait massant. Ça arrivait quand même la plupart du temps. Donc vraiment, ils ont la culture du confort. Et clairement, quand tu parlais avec eux, clairement, ils te disaient, mais moi, le but, c'est que quand j'achète une voiture, je puisse emmener mes parents dans les sièges arrière, mes enfants, les potes, les machins, et qu'ils puissent passer un bon moment. Et en fait, c'est ça, ce truc-là. C'est ce côté partage, vouloir inviter des gens dans sa voiture à faire des trajets et faire passer un bon moment de confort, quoi. Exactement. Et ce qu'on a moins chez nous. Ouais, clairement, bah là, tu vois, cette NIO qu'on a vue là, j'ai ouvert le coffre et j'ai dit, dommage, tu vois. Genre, le Tesla Model Y, t'ouvres le coffre, t'es en mode, waouh, mais je mets tout là-dedans. Parce que t'as ton prisme européen et français qui rentre en compte. Alors que, à l'inverse, je fais 1m84, dans toutes les caisses, je te dis pas, j'avais 30 cm et j'étais là en mode, mais pourquoi? Pourquoi? Tu pouvais étendre un peu tes jambes. Pourquoi pas? Pourquoi? Et on comprenait pourquoi. Parce qu'on a quand même pris quelques petits taxis de là-bas. Et quand t'es transporté dans une voiture qui a tant de place, en fait, quand on est grand, on se dit, ah ouais, c'est quand même sympa cool, de pouvoir un peu étendre tes jambes et de ne pas toujours avoir les genoux un peu compressés. Donc vraiment, la culture du confort était assez folle. Vraiment. Votre voyage en Chine, les gars, c'est aussi, ça a été l'occasion aussi de visiter des usines chinoises. Alors ça doit être quelque chose. Est-ce qu'on peut vraiment s'imaginer comme ça en fermant les yeux, si vous nous racontez un peu, vous nous décrivez comment ça fonctionne, etc. On peut s'imaginer vraiment à quel point c'est dingue, parce que j'ai l'impression que c'est quand même dingue. Ouais, non, moi j'ai été bluffé. Tu t'attendais à avoir un truc comme ça ou Non, c'était pas la première usine que je visitais. Donc là, Arnaud était plus là, c'était à Shanghai. On a eu la chance de visiter l'usine de Zeekr qui était à 2 heures de route à peu près dans la banlieue de Shanghai. Et en gros, j'avais déjà visité l'usine de Xiaomi il y a 2 mois, quelque chose comme ça. C'était une visite très rapide sur les chariots de golf pendant 10 minutes, pas le droit de prendre de photos et tout. J'avais été bluffé parce qu'il y avait la clim, c'était propre, ça sentait rien, tu sais, ça sentait pas l'huile, ça sentait pas la soudure, enfin, tu pouvais bouffer par terre, franchement. Et là, ce que vous voyez, en gros, c'est pas exactement la même chose parce que c'est la visite de l'usine Zeekr qui est moins automatisée que celle qu'on a vue chez Xiaomi. Et en fait, ce qui m'a quand même frappé, c'est que je suis rentré là-dedans, c'était gigantesque, mais vraiment gigantesque. Ils ont une capacité de production de plus de 300 000 voitures par an, rien que dans cette usine, avec beaucoup d'automatisation au départ. Donc là, on a pu voir notamment le gigacasting, ça c'est ouf.
ils prennent de l'acier plus ou moins en fusion, ils le font passer dans une machine et ça te sort une pièce grande comme la table qui fait tout l'arrière de la voiture. Et genre avant, tu faisais pas ça, tu faisais des soudures, t'avais 400 pièces, 300 pièces qui étaient moulées en direct. Voilà, et là c'est moulé en direct et c'est Tesla qui a fait cette grosse révolution il y a le principe de la gigapresse, c'est ça, exactement, que tout le monde reprend désormais. Et moi ce qui m'a fait halluciner, c'est que les gars, ils nous ont pris 3 heures pour faire la visite. Mais c'était royal. Et en gros, on a vu chaque étape, sauf la peinture. C'était compliqué de rentrer dedans parce que tu vois, il y a des produits, etc. C'est un peu toxique. Tu vois, un cheveu qui arrive sur la peinture du client, tu vois. Mais bref, on a vraiment tout vu. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est que vraiment, de l'acier en fusion au tout début jusqu'à la livraison des caisses à la fin. Je crois qu'il y a une petite vidéo, une autre photo, je sais plus, où vraiment, en fait, dans la même usine, tu vois vraiment de rien à la voiture finie qui est prêt à être livré. Voilà, c'est ça, tu vois. Là, c'est à la fin, les gars. Et en gros, on a tout vu. Et moi, c'était hallucinant. Et tu vois, j'ai travaillé dans l'industrie automobile quand j'étais étudiant sur mes tafs d'été. Okay. Notamment, j'étais à la chaîne, tu vois. Donc, tu faisais plus ou moins ce que les ouvriers faisaient ici ou les robots. Et nous, c'était ultra manuel. Tu prenais la pièce, tu la mettais dans la presse, t'appuyais sur un bouton et tu faisais ça toute la journée. Là, il y avait quelques ouvriers, plus que chez Xiaomi quand même, mais tellement de robots, des robots qui transportent les pièces, des robots qui soudent, franchement, hallucinant. Et tu sais que en Europe, c'est ce que je me disais, en Europe, on n'a pas encore ce niveau d'automatisation, et c'est notamment ce niveau d'automatisation qui permet de réduire les coûts, d'avoir en fait une capacité de prod énorme parce que c'est beaucoup de robots, donc tu as forcément moins d'arrêt maladie, tu as moins de grève, tu as moins de trucs comme ça. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, la vache, il y a une petite avance quand même. Alors heureusement, je sais qu'en Europe et notamment en France, Renault commence à mettre à jour ses usines pour produire les voitures électriques, donc il y a forcément plus d'automatisation, mais y a quand même un gros risque du point de vue de la Chine d'arriver... Il y a Benny FR qui nous dit excellent cette vidéo visite de l'usine, c'est génial de voir la fabrication de A à Z. Moi, ça me fascine. J'ai même envie de dire qu'il y aura un article. Ouais, exactement. Prévu. Tu vas écrire un papier dessus. Voilà, ça, c'était la vidéo officielle de Zeekr. C'était pour un peu montrer des choses dans cette émission. Mais on a aussi fait nos propres vidéos et nos propres photos pour un petit peu montrer l'envers du décor. Et c'était assez fou, franchement. Alors, David Noguera fait une petite précision. Il dit c'est vrai qu'il y a une avance, mais un sujet sociétal sur l'emploi. Exactement. Surtout, ouais. Mais nous, le truc, c'est que faut savoir que nous, on n'est pas des experts de ces sujets politico-social, de vie là-bas. On n'est pas journaliste, société ou politique. Et en fait, surtout, les marques, quand elles, en toute transparence, quand des marques t'accueillent là-bas, te font visiter leurs locaux, mais ils te montrent bien ce qu'ils veulent. Évidemment. Donc, si tu veux, toi, avec ton discernement occidental, t'essayes de remettre ça en perspective avec ce que tu sais de nos informations qu'on a chez nous, mais on peut pas en faire une analyse géopolitique avec... Non, on a quand même 2-3 billes. Moi, j'ai réussi à faire parler un petit peu des gens, tu vois. Ouais. Je citerai pas de nom ni rien pour pas les mettre en difficulté, mais en gros, dans cette usine, j'ai posé la question ça taffe combien d'heures par jour et combien de jours par semaine. En gros, on m'a dit 8 heures par jour. Bon, ok, pourquoi pas. Sachant que c'est 4 heures. Et ensuite, tu as une longue pause et tu reviens pour 4 heures. Mais souvent, ils habitent loin de l'usine. Donc, en fait, tu tapes 4 heures, une longue pause de 2-3 heures et ensuite 4 heures encore. Donc, déjà, tu passes quand même une bonne partie de ta journée là-bas. Et surtout, ça peut aller du lundi au samedi, voire même du lundi au dimanche quand vraiment ils sont en coup de bourre. Et donc là, tu te dis, un peu compliqué, tu vois, parce que le temps de repos, il est pas comme ça. Et on sait aussi que, moi, ça m'a fait halluciner un peu sur place. Tu as WeChat qui est l'équivalent de WhatsApp là-bas, mais qui est utilisé aussi bien en pro et en perso. Et on m'a dit que les mails là-bas, c'était pas du tout utilisé pour le taf, c'était que pour les étrangers, que eux, c'était que WeChat. Et le WeChat, c'est ton pro et ton perso. Et que si un client t'écrit le dimanche soir à 21h ou 21h30 avec une question, vu que c'est ton téléphone perso, tu vas regarder, c'est le client, mince, tu lis le message, et tu réponds parce que le client il a le droit d'avoir une réponse. Et quand je lui ai dit non, tu sais, nous en Europe le week-end tranquille quoi, t'as ton ordi au taf machin, il était là en waouh, tu vois. Et là c'est là où je me suis dit, et David, je suis d'accord avec lui, c'est que en fait, ok, ils ont une avance et ils ont peut-être une productivité qui est supérieure, mais perso, j'aimerais pas avoir leur vie, quoi. Ouais. Alors Val Taïwan qui dit la sieste n'est pas négociable en Chine, d'où la longue pause. Alors c'est pas que c'est pas négociable, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce temps après manger où ils éteignent les lumières des locaux pour permettre aux employés de se reposer pendant une demi-heure à peu près. Très souvent, moi, dans les usines, ce que je voyais, c'est que la plupart, ils sont sur TikTok ou quoi. Ils regardent sur leur tel. C'est un moment de déconnexion. Il y en a même qui parlent entre eux et tout. C'est pas vraiment une sieste obligatoire. C'est juste un moment, temps off, quoi. T'as fini de manger, tu t'arrêtes pendant une demi-heure. En vrai,
c'était pas bête, hein, mais c'est vrai que c'est assez surprenant pour nous de voir tout à coup toutes les lumières s'éteignent. Il faut vraiment, c'est comme au CDI, tu parles pas fort. Quoi, ouais, d'accord. Il y a la dame du CDI là-bas. Ouais. Et Vincent Arnaud, il y a peut-être une dernière technologie assez bluffante dont vous vouliez nous parler. Je sais que il y a des trucs très intéressants, notamment sur la recharge rapide. On sait que c'est un sujet central sur la voiture électrique. Les gens, forcément, ont des craintes vis-à-vis de la charge de la voiture électrique, etc. J'entends plein de trucs à droite à gauche, même chez ma famille, etc. Là-bas, ils ont voilà, de l'avance aussi. C'est quelque chose qui est... Tu sens vraiment, il y a un gap entre l'Europe et eux encore? On n'a pas pu l'essayer parce qu'on n'a pas eu le temps, tu vois, d'essayer la recharge rapide. Mais il faut savoir que sur Frandroid, je crois que c'est JV et Arnaud, vous deux, vous avez interviewé cet été à Paris une femme qui avait fait le trajet de Pékin à Paris avec cette voiture. Ça, c'est la Li Auto Mega. Yes. Et elle charge en combien de temps, JB? En 10 minutes, voilà. Vincent. Et ça, c'est 10 minutes. En 10 minutes. Ouais. Actuellement, en Europe, c'est la voiture qui se recharge le plus rapidement, c'est la Lotus, mais qui coûte plus de 100 000 €. Elle fait l'exercice en 15 minutes, le 10 à 80. Et là, cette caisse, elle le fait en 10 minutes. Et on a aussi la Zeekr 001, qui est peut-être un peu plus jolie pour nous, Européens, parce que celle-là, elle est un peu chelou, c'est un peu l'espace futuriste. Enfin, on va la décrire. Et du coup, il y a trois voitures électriques avec Zeekr 001 et 007 en Chine qui se rechargent en 10 minutes. Ouais. Et ça va arriver en Europe, puisque Zeekr vend déjà en Europe. Donc, en 2025, en Europe, on aura des voitures qui se rechargent en 10 minutes. Yes. Il suffira de trouver les bornes. Enfin, il suffira. Avec des guillemets. Il faudra trouver des bornes très, très puissantes, parce qu'en gros, le pic de charge, il est à 520 kW. C'est énorme. À titre de comparaison, une Tesla Model 3 Propulsion, on est à 170 kW. Donc, le nombre de watts qu'on envoie dans ce qui est dans la moyenne. Voilà, ce qui est dans la moyenne, d'ailleurs, en effet. Et là, 500, ça envoie, quoi. Mais bon. Ouais. Mais en tout cas, moi, je trouve ça bluffant parce qu'il y a encore un an, ces voitures n'existaient pas et on était sur du 20 minutes. Ouais. Le record, là, on arrive à 10 minutes. Et on sait que CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, prévoit déjà 5 minutes dans les mois ou années à venir. Donc, clairement... dans 2 ans, 3 ans, on n'en parlera plus, quoi. Et au-delà de ça, il y a aussi NIO qui a sa technologie de batterie swapping. Ouais, donc là, alors ils disent que c'est une recharge en 3 minutes, mais en réalité, c'est juste tu changes ta batterie. Donc forcément, tu l'avais testé, toi? Ouais, j'avais pu le tester. Et en vrai, ça marche très bien. La voiture reconnaît que tu arrives dans une station de batterie swapping, et donc elle se met en mode automatique. Elle va directement sur son socle, et les robots viennent dévisser la batterie actuelle, la remplacent par une batterie qui est remplie. La batterie que tu avais, que tu avais vidée, elle part en charge pendant 20-30 minutes, parce que c'est le temps qu'il faut pour recharger une batterie à 80%. Et puis c'est parti, tu repars, quoi. Et ça a duré 2 minutes. Ouais. Ça, c'est déjà disponible en Europe, notamment dans les pays nordiques. Ouais. Il y a 56 ou 60, je sais plus, ou 50 stations d'échange de batteries entre l'Allemagne, la Suède, la Norvège, compatibles avec les NIO. Et en plus, autre avantage, c'est que quand tu arrives à la station, tu peux changer la taille de ta batterie. C'est-à-dire que tu en avais une petite parce que tu n'avais pas besoin d'une grande autonomie, ça te coûtait pas cher. C'est une location, faut dire, c'est une location de batterie. C'est une location mensuelle. Et là, tu sais que tu vas faire un road trip de 1000 bornes parce que tu as envie de faire un road trip de 1000 bornes. Tu vas à la station et tu prends la grosse batterie de genre 140 kW, 150, même ils ont NIO, où là, tu as une énorme autonomie. Et ça, je trouve ça te coûte plus cher. C'est au prorata, mais très bien. Pour un mois, tu pars là-dessus. Enfin. Ouais, ça a la carte un peu selon tes besoins, tes usages. Donc, c'est pas si déconnant. On a parlé de plein de fonctions bluffantes, assez folles à découvrir. Et il y a un truc, un espèce de dénominateur commun à tout ça, j'ai l'impression, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est le prix des voitures électriques en Chine. Il y a quelque chose qui est différent encore par rapport à l'Europe. Les prix sont plus bas. Ouais. Oui. Alors, les prix sont plus bas en conversion brute yuan-euro, en gros. Quand en effet, on regardait tout à l'heure la NIO Onvo L60 avec le siège qui se baisse et tout, la concurrente de la Model 3, elle est moins chère sur place en yuan, donc quand même c'est beau parce qu'elle a les mêmes specs à peu près que la Tesla Model Y et elle est vendue moins cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'un prix en Chine, je vais prendre là un exemple très concret. Là, c'est la voiture la moins chère. C'était l'une des voitures électriques les plus vendues en Chine en 2022. C'est ça, un comme peu, ça. Exactement. Et c'est la Yuling Mini EV. Ah oui. Je crois elle est à 4 000 € si tu fais l'équivalent. Ouais, c'est ça. En conversion, c'est genre 4 000 €. L'équivalent. Alors attention, il faut nuancer tout en sachant que le niveau de vie en Chine est largement inférieur à celui de la France et de l'Europe. Donc en gros, 4 000 € pour eux, c'est pas 4 000 €
gros pour nous, tu vois. Eux, c'est quand même, ça fait plus cher pour eux. Mais bref, ici, on a la BYD Seagull qui devrait peut-être arriver en Europe un jour. Et pareil, alors, si je dis pas de bêtises, elle est à 10 000, un peu plus de 10 000, peut-être. C'est toi là, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que. Ouais, exactement. Quel beau gosse, C'est mon auto. Voilà. Et bref, ça, c'est la BYD. Et on va pouvoir comparer de manière très pragmatique. Ils viennent de sortir le très gros SUV qui s'appelle BYD Tang en Europe avec une grosse batterie de 110 kWh, etc. Et tout à l'heure, justement, je me suis amusé à comparer les prix pour vraiment avoir une idée précise. En Europe, elle est vendue 72 000 €. C'est quand même tu vois, une voiture premium. Oui, c'est cher. Elle est vendue moitié prix. Elle est vendue 35 000 € en Chine. Et donc, en fait, tout ça pour dire que quand on parle de prix en Chine, on peut pas se dire, ouais, ils ont des caisses à 35 000 et nous 70 000. Non, c'est juste qu'en fait, déjà, eux, ils ont un niveau de vie plus faible. Donc, forcément, les voitures sont moins chères. Et surtout, quand elles traversent le monde, il faut la faire venir. Donc, tu as des frais logistiques. Tu as des frais également. Il faut bâtir un service après-vente en Europe. Il faut bâtir des réseaux de concessions. Ça coûte de l'argent. Donc ça aussi, c'est intégré dans les prix. Et depuis quelques semaines, on a également les droits de douane qui ont flambé en Europe, puisque avant il y avait 10% de droits de douane pour les voitures électriques chinoises importées en Europe, et maintenant ça peut atteindre les 40%, voire même un peu plus sur certaines marques. Donc c'est pour ça que souvent on entend dire « Ah là là, mais eux ils ont des voitures pas chères et tout », faut nuancer, puisque ces voitures, en fait... Il faut pas se dire, purée, BYD, ils vont arriver, ils vont éclater Renault, ils vont éclater Volkswagen parce qu'ils vont arriver avec des caisses à 10 000, 20 000. Non. En fait, quand elles vont être vendues en Europe, ça sera plus cher. Et d'ailleurs, c'est le cas de la Model Y. Elle est vendue en Chine quasiment 60%, 70% moins cher qu'en Europe. Parce que tout ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, la main-d'œuvre moins chère, enfin voilà. Bah, les gars, c'était un. Enfin, vous m'avez fait voyager, là. Vous m'avez fait voyager en Chine avec. Toutes les techs, enfin, c'est assez dingue quand même ce que vous avez vu, je trouve. Et il y aurait peut-être une autre section à faire sur le rapport entre les véhicules chinois et les véhicules européens. Ouais. Tu l'as dit sur le prix, mais sur aussi les prix surtaxés en douane, etc. Est-ce qu'il faut assembler en Europe, pas assembler en Europe, comment ils vont arriver. Et c'est vrai que très très vite, on se rend compte que si ça arrivait en Europe sans aucune limite, il roulerait sur les marques actuelles et ferait très très mal au marché. Donc effectivement, il faut protéger le marché européen et français. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qui se fait à côté parce que ça a quand même pas mal d'avance et pas mal de gueule. Et tout ce dont on vient de parler, ça va être retranscrit à l'écrit via des articles sur Frandroid. Bien sûr. Des vidéos. Il va y avoir plein de choses dans les prochaines semaines. 9 vidéos. Ouais, ils ont carburé, les gars. Ils ont carburé en Chine.